Arnaud, bonjour. Aujourd'hui, la barre est haute, puisque nous interviewons Arnaud Devel, journaliste à Demoiselle FM. Donc Arnaud, est-ce que tu pourrais nous dire comment tu vis et tu exerces ton métier dans cette période difficile? J'allais dire un peu comme avant, cette période difficile, c'est-à-dire que notre mission elle reste la même, c'est celle d'informer, d'aller chercher au plus près tout ce qui peut rendre service d'abord à nos auditeurs. Voilà, maintenant, ce qui est compliqué, c'est que évidemment on se rend sur moins de rendez-vous, on rencontre moins de gens physiquement, donc on travaille beaucoup par téléphone. Par ailleurs, je vis comme beaucoup de gens actuellement au chômage partiel, mais bon, on s'y fait. Donc tu es en train de dire que même la radio, en tant que journaliste, vous vivez une situation difficile et que vous êtes au chômage partiel malgré l'actualité de tous les jours. Oui, parce que la radio elle est entièrement financée par la publicité commerciale et que, évidemment, lorsque le confinement est arrivé, du jour au lendemain, les recettes publicitaires se sont effondrées. On est passé de X centaines d'euros à zéro. Et il a fallu des mois et des mois pour que ça redémarre un petit peu. Là, on est toujours sans visibilité sur l'activité économique des prochains mois. On ne sait pas vraiment ce que vont donner les fêtes. Donc, notre direction, et je pense qu'elle a raison, mise avec prudence sur une activité partielle pour un certain nombre de personnels, dont moi. Sur l'activité économique de Rochefort, comme tu viens de le souligner, tu n'es pas sans savoir qu'il y a beaucoup de licenciements en cours. Est-ce que toi, en tant que journaliste, tu es au courant de toutes ces situations désastreuses dans le monde industriel sur Rochefort? Alors de toutes, sûrement pas, parce que beaucoup, je pense, se déroulent à bas bruit. Quand ce sont des petits sous-traitants, par exemple de Stelia, c'est difficile, on n'a pas forcément les échos. Après, les grosses entreprises, on en a entendu parler évidemment. On a déjà évoqué par exemple les licenciements à Métal-Chrome, et on le fera pour d'autres entreprises. Encore faut-il peut-être que les syndicats d'ailleurs pensent à se rappeler à nous. Alors justement, j'allais te poser cette question. Est-ce que tu as des contacts avec les syndicats des entreprises concernées par rapport à tous ces licenciements sur Rochefort? Pas tous, pas tout le temps. Souvent les syndicats nous contactent quand il est déjà, j'allais dire presque trop tard, et que la situation est devenue aiguë. Et, l'union départementale CGT nous attire parfois sur des sujets, l'union locale le fait également, mais peut-être ça pourrait être un peu renforcé tout ça. Donc tu es en train de dire, si je résume bien, que l'activité et l'actualité syndicale actuellement par rapport à tous ces problèmes-là est moindre par rapport à ce qu'elle pourrait être alors? Oui, peut-être parce que c'est plus compliqué aussi d'organiser aujourd'hui des conférences de presse, etc. C'est vrai qu'on voit bien au quotidien qu'organiser des réunions, il faut trouver des salles, il faut respecter des normes, que ça devient excessivement compliqué. Donc je comprends aussi que les messages aient du mal à passer. Mais j'invite les syndicats des entreprises, pas seulement de Rochefort d'ailleurs, de toute la Charente-Maritime, à nous contacter. Nous, on est à l'écoute. Donc, on a bien entendu que tous les syndicats doivent contacter Demoiselle FM, en particulier Arnaud Devel, sur les problèmes donc, de licenciement et les problèmes de tissu économique au niveau de Rochefort. Alors, dans un autre domaine totalement différent, Arnaud, tu as écrit un livre, un premier livre, et je sais que tu es en train d'en écrire un autre sans tout dévoiler son contenu. Est-ce que tu peux nous dire un peu les idées de ce livre? Non, sans mal alors, parce que je me suis fixé un défi en réalité. Je raconte une période que je n'ai pas vécue. Tu me diras que quand on raconte le Moyen-Âge, on ne l'a pas vécu non plus. J'ai situé l'action sur le chantier du pont de l'île d'Oléron. Donc on est en 1964. Ça se passe parmi les gens du chantier. Je ne peux pas raconter tout, mais voilà, il y a des événements dramatiques qui se passent parmi les gens du chantier. Et puis une enquête est menée parallèlement par les gendarmes et par la presse qui va gagner. Donc ce serait une histoire vécue un peu, ce Ça se base sur des faits réels, parce que le chantier il a vraiment eu lieu. D'accord. Entre Bourse-Franc-le-Chaput et le château d'Oléron. C'est le viaduc qu'on connaît aujourd'hui et qu'on traverse
aujourd'hui, qui a été réalisé par une entreprise de la région qui s'appelle Campenon et Bernard. Voilà, ça a duré 2 ans. Il y a une légende tenace, alors je me suis amusé avec, puisque une légende tenace veut que quelqu'un du chantier serait mort et serait enterré dans un des piliers du pont. Ce qui est évidemment complètement imaginaire. Oui. Mais effectivement, on en a quand même entendu parler de cette légende. Et quand est-ce que tu penses alors sortir ce beau livre? Alors d'abord, il faut que je le termine. Ça, c'est pas simple, parce que je suis en train de travailler à la fois à l'action et puis à toute l'ambiance aussi, essayer de reconstituer ce début des années 60 où on est au bord de basculer quand même, on est entre 2 mondes là. Il y a cette période de la fin, on va dire, d'une époque où les jeunes gens sont encore bien sur tout rapport, sous la coupe de papa-maman, on ne fait pas de bêtises, etc. Puis on est à 4 ans de 68 qui va tout bouleverser. Et il y a déjà l'émergence d'un peu de ça. Il y a les premières manifestations de la mode pour ce qui vient d'Amérique. Le surf, déjà on entend parler des babacools, etc., la marijuana. Donc je suis en train d'essayer de raconter toute cette ambiance-là aussi, au-delà de l'action, qui elle sert un peu de support à cette ambiance-là. Et puis il y a une ambiance aussi qui est de raconter l'île d'Oléron des années 60, qui n'est évidemment pas la même qu'aujourd'hui. Effectivement, ce bouquin va retracer pas mal d'éléments par rapport aux années passées et apportera beaucoup de connaissances aux générations qui arrivent et qui n'ont aucune culture, on va dire, par rapport à tous ces événements. Moi, voilà. Je souhaite que aussi les gens qui ont connu cette période-là puissent se retrouver à travers des refrains de chansons qu'on va entendre, on va lire dans le livre, à travers qu'est-ce qu'on pouvait consommer comme glace, qu'est-ce qu'on pouvait siroter au café. Voilà, c'est tout ça que j'essaie de retrouver, de remettre en situation. Donc tu as un éditeur? Pas encore, parce que le principe c'est de terminer le bouquin et de le soumettre ensuite à des éditeurs. On verra bien si ça intéresse quelqu'un, j'espère. Donc écoute, on ne peut que penser que ce bouquin va intéresser un éditeur et que l'on se précipitera dans les librairies pour l'acheter, parce qu'il n'y a pas que les bouquins sur Internet. Restons aussi sur le terrain pour acheter des bouquins chez les libraires. Au contraire, oui, aller acheter chez les libraires. Voilà. Un autre sujet totalement différent également, parce que c'est particulier d'interroger un journaliste. Tu as animé notre soirée débat du 8 octobre sur la désertification médicale et l'accès aux soins pour tous à Saint-Georges-des-Coteaux. Qu'est-ce que tu en penses de cette réunion débat, toi en tant que journaliste et animateur? Alors d'abord, j'ai été surpris par l'affluence. Il y avait du public. Et ce n'était pas gagné compte tenu des conditions sanitaires, etc. Donc il y avait du monde. On m'a dit après qu'il y avait des gens qui n'étaient pas forcément syndiqués, qui étaient là. Donc c'était intéressant aussi de voir qu'il y avait un intérêt d'un certain public pour ces questions-là. Après, j'ai trouvé que les intervenants étaient de fort bonne qualité. On a pu débattre, je crois, sans langue de bois, de tas de sujets. Les interventions de la salle étaient pertinentes aussi. Il y a eu beaucoup de bonnes réflexions. Il y a manifestement une inquiétude générale sur comment on va faire demain pour avoir accès à un médecin et aux premiers soins, aux soins du quotidien. Et ça, alors je ne sais pas si la CGT va pouvoir apporter la réponse et va surtout convaincre les élus de rechercher cette réponse-là. Mais évidemment, c'est une piste qui doit être explorée, que celle des centres de santé. Alors, par rapport aux élus et médecins présents, tu as interviewé donc un médecin libéral, largement d'ailleurs, qui a donné son avis. On a bien vu lors du débat qu'elle n'était pas hostile au centre de santé, mais bien au contraire, pour que justement que les médecins d'aujourd'hui aient aussi un temps pour s'occuper d'eux et de leur famille. C'est ce qui est bien ressorti, je crois d'ailleurs, du débat et aussi de la préparation que j'en avais eue en lisant quelques dossiers, c'est que les médecins, les jeunes médecins d'aujourd'hui n'ont pas envie de vivre ce que vivait notre médecin de famille il y a 40 ans dans nos campagnes. Il n'est pas question d'être 24/24 après son téléphone pour répondre
à Madame X ou Monsieur Y qui a un petit bobo. C'est plus ça la médecine d'aujourd'hui. Donc les jeunes, ils veulent faire un travail, 35 heures, payé 35, normal, où ils sauront finalement quel est leur emploi du temps, quel est leur planning. C'est légitime. Ils seront donc salariés, les médecins des centres de santé seront salariés d'un pilote, on va dire, d'un centre gestionnaire, du gestionnaire du centre, c'est mieux. Et par rapport justement à l'expérience que Michel Gourinchas nous a fait partager, je pense que c'est important aussi que toi tu donnes ton avis en tant que journaliste. Comment est-ce que tu vois, en tant qu'ancien maire, comment il a dépatouillé ce dossier? Alors, j'ai trouvé très intéressante l'expérience de Michel Gourinchas, d'abord parce qu'il dit que ça ne s'est pas fait en une année, il a fallu beaucoup de temps, que ça a fini par émerger, mais sur la fin de son mandat, et que s'il n'avait pas eu la pause imposée par le Covid entre les deux tours des municipales, peut-être que le centre de santé ne serait pas ouvert aujourd'hui, ce qui sûrement serait dommage, puisque manifestement il y avait des besoins, c'est plein, et les plannings sont remplis, la demande était là. Donc manifestement, l'expérience de Cognac, je pense, doit inspirer aussi ailleurs dans la région. Cognac, on ne peut pas dire que c'est une petite ville, c'est une ville à taille moyenne pour un département comme le nôtre. On doit pouvoir sûrement s'inspirer de ça, en tout cas, du côté de Saintes, mais aussi à Rochefort, mais aussi à Royan, où le problème arrive... Là, dans les années qui viennent, il y aura de moins en moins de médecins à Royan, un problème de désertification médicale aigu arrive, ça pourrait être le cas, pourquoi pas à La Rochelle, du côté de Surgères, Saint-Jean-d'Angély. Enfin, il faut surveiller manifestement cette situation partout aujourd'hui. Toi, en tant que journaliste, tu sais que notre territoire, notre département de la Charente-Maritime est une terre d'accueil aussi pour les retraités. Ça amplifie le problème d'ailleurs. Voilà, c'était ma question. C'était justement, si on ne peut pas avoir de structure pour se soigner, c'est aussi un refouloir pour les retraités de venir s'installer. Mais on ne parle que de retraités, mais la santé, ça ne concerne pas que les retraités, ça concerne aussi des entreprises qui veulent venir s'installer sur le territoire et où les salariés ne pourront pas être soignés. Donc je pense que c'est aussi important dans ce cadre-là. Ah oui, c'est un frein pour les jeunes ménages d'ailleurs. Le fait de se dire, tiens, une entreprise recrute en Charente-Maritime, j'irai bien m'installer, mais je me pose la question pour ma famille, pour mes gosses, quel médecin traitant, et j'en trouve pas. C'est une vraie question quand même qu'il faut se poser aujourd'hui. Eh bien écoute Arnaud, on va te laisser retourner à ton vrai métier, parce que tu as un métier quand même, même s'il est difficile, il est beau quand même, il faut le souligner aussi. Merci pour ta collaboration, pour les réponses à ces 3 questions. Et puis on te dit à très bientôt pour une prochaine animation et les suites du collectif santé. À bientôt.